11h35, mercredi 7 janvier, rue Nicolas Appert. Deux hommes cagoulés armés de Kalachnikov regagnent leur voiture. Les frères Kouachi revendiquent l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, quelques minutes plus tôt. Ils viennent d'échanger plusieurs coups de feu en direction des premiers policiers arrivés sur les lieux. À gauche. Là. Il est environ 17h, porte de Vincennes à Paris, quand les hommes du raid lancent l'assaut à l'hypercachère, où un homme, Amédi Koulibaly, retient en otage une quinzaine de personnes. Première détonation, il est 21h16. Le public ne comprend pas. 21h19. Deuxième détonation, le regard de Patrice Evra en dit un peu plus sur l'inquiétude qui grandit. François Hollande quitte le Stade de France de toute urgence. Le chef de l'État apprend que 3 kamikazes se sont fait exploser aux abords immédiats du stade. L'explosion a eu lieu il y a quelques minutes, en plein centre de Bruxelles, dans une rame de métro à la station Malbec. Les premiers blessés sont soignés à même le sol. On voit les passagers qui s'entraînent. Il est environ 8h du matin lorsque 2 explosions retentissent dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles. Plusieurs témoins cités par l'agence de presse belga parlent de coups de feu tirés juste avant la double déflagration. Les vitres ont volé en éclats. Paniqués, les passagers fuient vers l'extérieur. Sur la promenade des Anglais à Nice, le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer lorsque tout à coup, un camion fonce sur la foule. Un mouvement de panique commence alors. Les personnes se trouvant sur place trouvent refuge là où elles le peuvent. Attaquer une église, tuer un prêtre, c'est profaner la République qui garantit la liberté de conscience. C'est semer l'effroi, car ce que veulent les terroristes, c'est nous diviser, nous séparer, nous opposer, nous déchirer. On va parler du livre Le djihadisme français d'Hugo Micheron sorti en 2020. C'est une enquête de terrain qui analyse la radicalisation de certains musulmans français vers l'islamisme, les méthodes militantes des réseaux islamistes, les dynamiques de départ en Syrie et la vie des djihadistes dans les prisons. Hugo Micheron est un enseignant-chercheur en sciences politiques, en sociologie et en géopolitique. Il est spécialiste de la radicalisation islamique et du Moyen-Orient. Pour faire son livre, il se base sur une importante bibliographie d'études au sujet du djihadisme et du salafisme, sur des documents policiers et judiciaires et sur des documents de propagande issus des différentes idéologies islamistes. Mais ce qui fait l'importance et la spécificité de son travail, c'est que c'est la plus grosse étude empirique qu'on ait eue en France jusqu'ici sur le sujet, puisqu'il a rencontré plus de 80 djihadistes condamnés pour des faits liés au terrorisme. En fait, le débat public manquait d'éléments empiriques. L'idée, c'était de réinvestir le terrain pour justement produire ce matériau manquant et essayer de faire sens, en fait, de la vague d'attentats qui touchait la France, mais aussi plus largement l'Europe de l'Ouest. Et finalement, essayer d'expliquer que le djihadisme, c'était pas quelque chose qui nous tombait sur le bout du nez à travers des attentats, mais au contraire que ça s'était construit dans le temps. Et donc d'expliquer les 20-25 dernières années pour aussi comprendre les 10 prochaines, c'est-à-dire comment va évoluer ou risque d'évoluer le djihadisme à l'heure de l'après-Daesh, en fait. On ira tous au paradis, Inch'Allah. On ira tous au paradis, on ira tous au paradis, enfin seulement ceux qui y croient. Hugo Micheron définit l'islamisme comme une idéologie ayant pour volonté d'imposer l'islam sunnite dans une version plutôt radicale à tout un espace social. Pour ce qui est de la France, il distingue 4 grands mouvements présents qui se font parfois concurrence tout en ayant beaucoup de passerelles idéologiques. Premièrement, on a les Frères musulmans. C'est un mouvement réactionnaire né en 1928 en Égypte pour lutter contre les colons britanniques, les sionistes et les communistes. Plus largement, leur objectif est d'imposer la charia partout où c'est possible de le faire. Durant les années 50, les États-Unis d'Amérique soutiennent les Frères musulmans d'Égypte contre le régime de Nasser et contre les mouvements communistes présents dans la région. Avec le temps, les Frères musulmans se développent un peu partout dans les sociétés arabo-musulmanes. En France, l'UOIF est une association se réclamant des Frères musulmans. Elle a été renommée depuis peu en Musulmans de France.
Micheron considère que le collectif contre l'islamophobie en France est aussi issu des mouvances fréristes. Bien sûr, les frères musulmans d'Europe ne peuvent pas être aussi radicaux et assumés que dans le monde arabe. Leur militantisme passe donc avant tout par un lobbyisme réclamant la reconnaissance institutionnelle de la communauté musulmane et par la demande de concessions légales et culturelles. Leur militantisme passe aussi par la promotion d'un discours identitaire et communautariste, ainsi que par du terrorisme intellectuel avec un chantage à l'islamophobie pour faire taire toute critique de l'islamisme. Ensuite, il y a le Tabligh, une organisation née à Delhi en 1927. C'est un mouvement beaucoup moins actif sur le plan politique puisqu'il se concentre avant tout sur la théologie. Ce mouvement se base sur une imitation littérale du modèle du prophète. Dès l'origine, le mouvement cherche aussi à convertir un maximum de non-musulmans et encourage les musulmans à revenir à un islam de Mahomet du 7e siècle. C'est un mouvement très prosélyte. En France, ce mouvement est présent depuis 1972 avec l'association Foi et Pratique dont le siège est à Saint-Denis. Mais il se développe surtout dans les années 1990. Depuis les années 2000, il perd en influence au profit du salafisme. Troisièmement, il y a le salafisme apparu dans les années 1920 dans le contexte de l'effondrement de l'Empire ottoman. Cette doctrine vient de l'école la plus rigoriste de l'islam qui est le hanbalisme. Depuis les années 60, le salafisme a fusionné avec le wahhabisme qui est la doctrine religieuse officielle de l'Arabie Saoudite et se revendique à peu près du même héritage théologique. Les deux termes désignent donc maintenant la même chose. Tout comme le Tabligh, le salafisme propose de revenir à un islam originel en imitant littéralement le prophète, notamment en se basant sur les hadiths. À la fin du XXe siècle, ce mouvement se développe énormément et opère une révolution conservatrice au sein de l'islam. Révolution conservatrice qui touche même des musulmans issus d'autres écoles. Les salafistes vivent avec de multiples ruptures symboliques et physiques pour se distinguer des mécréants et des musulmans non salafistes. Enfin, il y a le djihadisme. Le djihadisme est un courant violent du salafisme qui se distingue du salafisme quiétiste qui n'appelle pas aux armes. Cette mouvance apparaît dans les années 80 et Micheron distingue deux branches. Il y a les salafo-fréristes qui sont des djihadistes issus du salafisme ou des frères musulmans. C'est de ce courant que vient Al-Qaïda et c'est le canal historique principal du djihadisme. Le second courant vient plutôt du wahhabisme saoudien, branche encore plus radicale car elle refuse tout compromis pragmatique dans l'application de la charia. Le djihadisme est un mouvement millénariste promettant l'avènement d'un grand royaume de Dieu sur terre. Ce phénomène n'a rien de nouveau, dès le XVIe siècle en Occident, on retrouve ce phénomène de communautés voulant fonder un royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire des utopies basées sur une application radicale de la religion, voulant se couper d'une société vue comme pervertie et malsaine. Les mouvements millénaristes peuvent se construire de deux manières, soit sous forme d'enclaves en milieu urbain, soit dans des zones rurales ou peu accessibles. Pour ce qui est des communautés fermées en milieu rural, Micheron appelle ça des phalanstères, contraction entre le terme phalange et le terme monastère. Non, attends, Driss, non, prends ça. Ça, c'est moi qui l'ai acheté quand j'étais petit, j'y tiens beaucoup. Merci. Allez, jouons, allez. Ok. Driss. Attends, Driss, la télé, c'est pas la peine. Driss. Hassan. La télé. Instrument du chétan, balance là. Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Putain, les gars, on a dit qu'on rangeait là, pas qu'on défonçait tout, putain. Driss, pas les ordis, hein. Pas les ordis, ok? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pourquoi Tony Montana comme ça? Quoi, qu'est-ce qu'il a, ton Tony Montana? L'argent, la coke, la pute blonde? C'est ça que tu veux? Et tu vois pas que c'est de la propagande américaine tout ça? Juste bon à t'envoyer en cabane. Ouais. T'as raison, pardon, j'avais pas vu ça comme ça. Merci mon frère. Le modèle des enclaves urbaines modernes vient d'Afghanistan dans le contexte de guerre contre les soviétiques de 1979 à 1989 où l'URSS amène une révolution communiste en Afghanistan par un coup d'État suivi d'une invasion. C'est au Pakistan, à Peshawar, qu'il y a le point de regroupement le plus important pour les djihadistes à cette époque. Peshawar est l'épicentre d'où s'est propagé ce modèle dans le reste du monde. Pour citer un exemple européen, on a le Londonistan depuis les années 90.
Ce quartier est très connu pour ses grands mouvements islamistes et pour avoir eu des milices islamistes patrouillant dans les rues, harcelant et agressant les gens qui boivent de l'alcool, les homosexuels et les femmes habillées de manière indécente selon les préceptes islamistes. Ce quartier est surveillé de près par les services secrets de plusieurs pays, notamment depuis le 11 septembre 2001. Comme autre grande capitale européenne de l'islamisme, on a le quartier de Molenbeek à Bruxelles. Dès les années 90, Molenbeek est un endroit où toutes les différentes mouvances islamistes sont très présentes et dans lequel sont planifiés certains attentats djihadistes ayant lieu en France et au Maghreb. La Belgique est d'ailleurs le pays européen avec le plus grand nombre de djihadistes en proportion à sa population totale. En Belgique, énormément d'imams sont formés en Arabie Saoudite dans des écoles wahhabites. Le pays se retrouve donc avec davantage d'imams très rigoristes que partout ailleurs en Europe. En ce qui concerne les zones rurales, le plus vieux phalanstère d'Europe se trouve en France, dans la commune rurale d'Artigat près de Toulouse. Il est là depuis les années 80 et quelques grandes figures du djihadisme français y sont passées. Olivier Corel, de son surnom l'Émir Blanc, Fabien Klein, Jean-Michel Klein ou encore Mohamed Merah y sont passés par exemple. Ce phalanstère vit selon les lois et les coutumes de la charia, au grand étonnement du voisinage qui n'avait pas l'habitude de voir des femmes en niqab. Les randonneurs qui s'y égarent reçoivent des lancers de cailloux de la part de ces drôles de locataires. Hugo Micheron nous parle longuement de la vie de cette communauté ainsi que le parcours social, professionnel et idéologique des différents djihadistes qui y sont passés. Et c'est très intéressant. Mais pour ce genre de détails, je vous laisse découvrir le livre. En 2005, en France, il y a de violentes émeutes dans les banlieues. Tout d'abord, il y a la mort de deux jeunes, Zayed et Bouna, électrocutés en se cachant dans un transformateur alors qu'ils fuyaient un contrôle de la police. Cela déclenche les premières émeutes à Clichy-sous-Bois. Ensuite, quelques jours plus tard, une mosquée de Clichy-sous-Bois est ciblée par une grenade lacrymogène de la police lors d'échauffourées entre la police et les émeutiers. Les émeutes s'étendent ensuite à toute la Seine-Saint-Denis et une semaine plus tard, le président Jacques Chirac déclare l'état d'urgence dans le département. Ces émeutes n'ont pas de revendications précises. Pour beaucoup d'analystes, ces émeutes sont liées en partie au chômage de masse qui touche majoritairement les jeunes de banlieue et les met face à un manque de perspectives d'avenir. C'est aussi lié à des questions identitaires car ces jeunes de banlieue sont majoritairement descendants d'immigrés et ont un sentiment d'exclusion. Pour la direction centrale des renseignements généraux, je cite, « Les jeunes de cité étaient habités d'un fort sentiment identitaire ne reposant pas uniquement sur leur origine ethnique ou géographique, mais sur leurs conditions sociales d'exclus de la société française. Quoi qu'on pense de ces émeutes, ces gens-là ont le sentiment d'être abandonnés par la société française et d'être victimes de la police. Le fait que le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy ait mis fin à la police de proximité a probablement joué dans le conflit, car cette police de proximité permettait une meilleure entente entre la police et les citadins de ces quartiers sensibles. Évidemment, les émeutes connaissent une violence assez incroyable et le bilan est de 4 morts. Un gardien d'immeuble meurt asphyxié en essayant d'éteindre un incendie causé par les émeutiers. Un retraité meurt sous les coups d'un émeutier en tentant d'éteindre un incendie en bas de chez lui. Un employé d'une société de mobilier urbain meurt sous les coups des émeutiers alors qu'il prenait en photo des lampadaires cassés pour son entreprise, et un gardien de lycée meurt asphyxié en essayant d'éteindre un incendie de voiture. Ces émeutes ont lieu de manière très désorganisée, avec peu de revendications précises et des émeutiers très peu politisés. C'est ce qui fait qu'ils vont tout casser chez eux plutôt que d'aller sur les Champs-Élysées et qu'ils vont s'attaquer à énormément de bus et de voitures de la poste plutôt que d'essayer de définir réellement un ennemi politique. Après ces émeutes, énormément de jeunes issus de l'immigration vont se politiser et se lancer dans des partis et associations. Au début des émeutes, les djihadistes et salafistes essaient de faire de l'entrisme en allant tracter auprès de ces émeutiers pour les encourager à se séparer de la société mécréante et à ne rien attendre de la France ou de la démocratie libérale. Les djihadistes et les salafistes se moquent des musulmans qui croient aux institutions démocratiques et qui se lancent dans du militantisme au sein des milieux de gauche. Il y a des différences énormes et une concurrence entre les djihadistes, salafistes quiétistes et militants associatifs, tout comme il y a des passerelles idéologiques et il peut y avoir des alliances entre les trois. Par exemple, Hugo Micheron évoque le cas très intéressant de l'école privée hors contrat de l'imam salafiste Abdel Fattaraoui. Dans cette école, Fabien Klein enseignait illégalement à des gamins. Fabien Klein, c'est un djihadiste condamné à de la prison pour terrorisme avant les faits. Cette école apprenait aux enfants tout le discours salafiste avec la haine envers les mécréants, le créationnisme et autres conneries d'islamopithèques. Dans cette école, on apprend la boxe et le tir aux armes infrarouges aux enfants dès la primaire. On se demande dans quel but.
En 2013, l'école est fermée car l'inspecteur académique fait un rapport alarmant. Le personnel refuse de serrer la main aux femmes, des enfants auraient été violentés par les professeurs, et il y a un djihadiste et des gens non autorisés à enseigner parmi les profs, et évidemment l'école ne respecte pas le socle fondamental de connaissances. En 2016, l'imam salafiste Abdel Fattaraoui est condamné pour avoir refusé de fermer l'école malgré la décision des pouvoirs publics. Et il se retrouve publiquement défendu par le collectif contre l'islamophobie en France, une association qui officiellement essaye de se montrer de gauche, mais qui officieusement soutient les pires réactionnaires. Pour résumer, on a donc un imam salafiste qui emploie un djihadiste et qui se retrouve défendu par des militants associatifs qui militeraient contre une supposée islamophobie. Il y a une connivence entre les différents courants de l'islamisme, malgré que les différences idéologiques et méthodiques les séparent et les mettent parfois en concurrence. Parce que fumer son petit joint de son côté, ça peut apparaître récréatif ou sympathique dans les beaux quartiers de Lille. À la fin des fins, c'est quand même du crime organisé, du financement du terrorisme, de la traite d'êtres humains, de la santé publique qui touche des dizaines de millions de personnes et notamment des jeunes, et évidemment l'insécurité du quotidien, parce que pour avoir sa dose, il faut pouvoir faire des cambriolages, faire des agressions de rue, et finalement la lutte contre les stupéfiants, c'est le cœur de ce que nous devrions faire. En septembre 2020, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réactivé le cliché comme quoi acheter de la drogue financerait le terrorisme. En lisant Hugo Micheron, on apprend que ce cliché vient d'un fait réel. Dans la banlieue de Toulouse, quelques cellules djihadistes ont recours au trafic de drogue pour se financer. Les djihadistes pratiquant le deal, c'est un sociotype très particulier, c'est ce qu'Hugo Micheron appelle le salafo-délinquant, c'est-à-dire le djihadiste qui vient de milieux délinquants et qui devient salafiste. Bien sûr, faire l'amalgame entre deal et djihadisme reste une généralisation assez outrancière de la part du ministre. Tous les dealers ne sont pas liés à des djihadistes et tous les djihadistes ne vivent pas du deal. Mais ça a existé. D'ailleurs, chez les djihadistes et les salafistes, la question du deal de drogue ne fait pas du tout consensus car c'est en théorie illicite et ce commerce pousse à être en contact avec des mécréants. Mais ça permet de financer une cellule. Donc certains font avec. C'est le pragmatisme de l'État islamique. Est-ce qu'ils ont vraiment une éducation coranique, ces jeunes qui y vont? Parce que c'est des jeunes qui à la base sont occidentalisés, sortent le soir, boivent de l'alcool, consomment même de la drogue. Comment est-ce qu'on passe aussi d'une surconsommation, les baskets de marque ou ce genre de choses, à une rébellion qui est extrêmement ascète et disciplinée? En fait, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs portes d'entrée, on va dire, dans le djihadisme. Et les éléments que vous évoquez, ça concerne vraiment qu'une partie des djihadistes qui sont en fait les anciens délinquants qui vont trouver une rédemption dans le djihadisme. Et ça, Daesh leur a fait une grande place parce qu'elle en avait besoin pour administrer la violence sur place. Mais il y a aussi toute une autre branche du djihadisme qui, elle, est plutôt portée par exemple par le salafisme ou par les mouvements islamistes militants et qui considèrent finalement que le djihadisme va être l'aboutissement de leur engagement. Et cela, il représente vraiment une branche très très religieuse. Donc Daesh a essayé d'amalgamer les deux. Tout ça a été rendu possible par en fait l'administration de la guerre sur place et l'étau du djihad dans lequel maintenait finalement l'encadrement de Daesh sur zone. Mais ça n'a pas marché pour tout le monde et la preuve, il y a eu énormément de revenants. Et ça correspond un peu aux vagues de départ aussi. Oui. Il y a dans votre livre, vous le racontez, plusieurs générations finalement de djihadistes qui vont aller dans la zone irako-syrienne. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Dans la deuxième partie, Hugo Micheron nous fait un résumé rapide de la géopolitique du Moyen-Orient depuis les printemps arabes. Il détaille ensuite les différentes vagues de départ de la France vers la Syrie. La première vague de départ a lieu en 2012. Les premiers djihadistes français à partir sont assez homogènes. Ce sont presque exclusivement des hommes, ils ont environ la trentaine et sont idéologiquement très endurcis. Les premiers djihadistes à partir en Syrie ne se battent pas tous. Les militants les plus anciens sont souvent sollicités pour gérer les réseaux migratoires permettant de faire venir des djihadistes de la France vers la Syrie. Et là je cite Hugo Micheron, « Contrairement à une idée reçue, les milieux djihadistes ne se vident pas en Syrie. Les pionniers installés au Moyen-Orient ne coupent pas les liens avec l'Hexagone. Ils ne s'y rendaient pas pour se faire tuer, mais pour ouvrir la voie aux suivants. Les viviers ne se déversaient pas, tels des réservoirs percés, de la France vers le Levant. À l'inverse, à l'image des cellules souches, enclaves et phalanstères européens ont pu se scinder afin de croître parallèlement de part et d'autre de l'Europe au Moyen-Orient. Selon ce schéma,
plus les pionniers s'envolaient pour la Syrie, et plus la dynamique prenait de l'ampleur en Europe. Les djihadistes qui partent n'y vont pas uniquement pour se battre, mais aussi pour construire un État islamique. Pour eux, il faut bâtir cette utopie d'un État fondé sur la charia avec une interprétation littérale du Coran et des hadiths. Au Levant, le Front Al-Nosra est un groupe djihadiste présent en Syrie, majoritairement composé de Syriens et dirigé par des Syriens. Il représente la branche syrienne d'Al-Qaïda. Pour les djihadistes d'Al-Nosra, les djihadistes européens viennent aider la construction de l'État islamique, mais devront partir une fois le conflit terminé. Pour les djihadistes de Daesh, les djihadistes européens doivent rester pour peupler le califat qu'ils auront aidé à construire. Le 9 avril 2013, Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l'État islamique d'Irak, annonce que les troupes du Front Al-Nosra lui sont inféodées et que la fusion entre l'État islamique d'Irak et le Front Al-Nosra donne naissance à l'État islamique en Irak et au Levant, c'est-à-dire Daesh. L'émir d'Al-Nosra, Abu Mohamed al-Joulani, dément l'information et refuse d'être sous l'autorité de son collègue irakien. Daesh accuse de plus en plus Al-Nosra de verser dans le nationalisme, une idéologie occidentale qui n'existait pas à l'époque du prophète, qui divise la Oumma et est incompatible avec l'universalisme de l'islam qui, selon eux, a vocation à convertir toute l'humanité. D'une part, la volonté d'Al-Nosra de préserver une culture syrienne et la distance qu'ils prennent vis-à-vis des djihadistes européens pose problème selon Daesh. D'autre part, Al-Nosra veut prioritairement s'occuper des problèmes en Syrie, notamment en ce qui concerne les affrontements avec le gouvernement de Bachar al-Assad, avant de se préoccuper des conquêtes d'autres territoires. Les dissensions se font de plus en plus fortes entre Al-Nosra et Daesh, bien qu'Ayman al-Zawahiri, important émir pakistanais d'Al-Qaïda, tente d'apaiser la situation entre les deux groupes en se faisant médiateur. C'est dans ce contexte très compliqué au bord de la scission qu'arrive la deuxième vague de djihadistes français en Syrie. Cette deuxième vague est constituée de militants plus jeunes que la première, qui ont souvent entre 20 et 25 ans. Les profils deviennent plus hétérogènes et on commence à avoir de plus en plus de femmes qui vont vers la Syrie. Ces militants plus jeunes arrivent dans un État islamique au bord de la scission et ne comprennent pas toujours le décalage entre leurs fantasmes construits en France et la réalité du terrain. Hugo Micheron recueille par exemple le témoignage de Djibril, que je trouve très intéressant. Djibril est un djihadiste issu de la banlieue toulousaine. Lorsqu'il arrive en Syrie, il est très surpris de voir les rivalités entre Al-Nosra et Daesh, qu'il ne comprend absolument pas car il est très peu informé de la géopolitique de cette région du monde. Et il n'est habitué qu'à entendre un discours manichéen divisant le monde entre les bons musulmans et les mécréants. En plus de ça, il a beaucoup de mal à s'intégrer car il ne parle pas un seul mot d'arabe et en plus, il est noir, donc victime de racisme, de méfiance ou de curiosité de la part des Syriens. Les djihadistes français viennent souvent sans femme et rêvent de se marier en Syrie, mais pour Al-Nosra, pas question de marier des Syriennes à des étrangers. Le 23 mai 2013, l'émir pakistanais Ayman al-Zawahiri penche en défaveur de Daesh et annonce qu'al-Baghdadi a eu tort d'annoncer la création de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est la scission officielle entre Daesh et Al-Nosra. Les djihadistes présents dans la région doivent choisir un camp et c'est le début d'une guerre intestine entre djihadistes. Une partie des soldats d'Al-Nosra passe du côté de Daesh, surtout ceux qui n'étaient pas syriens, et à l'issue de cette scission, il ne reste quasiment que des Syriens chez Al-Nosra. Djibril, comme d'autres djihadistes français, déchante et rentre en France quelques mois plus tard. Il finit par se faire arrêter par la police française. Le 29 juin 2014, Daesh annonce que ses territoires sous contrôle deviennent le califat universel de l'islam. Le porte-parole de Daesh, Abu Mohamed al-Adnani, appelle la Oumma à venir s'installer dans le califat pour y accomplir la hijra et le djihad. À partir de là commence la troisième vague de départ en France vers la Syrie. Le recrutement pour l'émigration se fait avec beaucoup moins de filtrage et davantage de femmes, d'enfants et de vieux partent au Levant. Cette troisième vague est la plus massive et est qualifiée d'opportuniste par Hugo Micheron. Les djihadistes eux-mêmes soulignent que les nouveaux venus ont souvent des convictions superficielles et se sont souvent radicalisés rapidement sur internet sans passer par les phalanstères. Ils sont surnommés de manière péjorative comme étant des djihadistes Facebook. Un des djihadistes interrogés par Micheron se plaint que le djihad est devenu une foire aux touristes. Moi j'ai souhaité la trêve, ne plus m'en rappeler. J'ai bordé mes rêves de leur fil barbelé. Devoir capituler, vivre sans utopie. Déambuler seulement dans la misanthropie. Le djihadiste Fabien Klein remarque que la prison permet à des djihadistes de se rencontrer alors qu'ils ne se seraient jamais croisés à l'extérieur.
En prison, les djihadistes se donnent pour consigne de garder le contact avec au moins un codétenu une fois sorti, afin de remonter des réseaux à l'extérieur. Hugo Micheron note que, contrairement à ce qu'on croit souvent, la prison n'est pas un espace totalement fermé et coupé de l'extérieur, et il critique les thèses de Foucault et de ses descendants idéologiques sur la prison. En réalité, les djihadistes arrivent à créer des réseaux pénitentiaires qui communiquent avec l'extérieur. L'exemple le plus notable de cela, c'est l'association Sanabil, créée par Fabien Klein, qui, sous couvert d'aider les prisonniers musulmans, gardait un contact permanent entre les djihadistes incarcérés et les réseaux djihadistes de l'extérieur. Un des premiers problèmes concernant la détention des djihadistes français est que les prisons françaises sont surpeuplées. En région parisienne, les prisons ont entre 140 et 200% de surpopulation. Ces mauvaises conditions ont des répercussions à la fois sur le climat dans lequel vivent les détenus, mais aussi sur la sécurité et les conditions de travail des employés de la prison. À Fleury-Mérogis, un surveillant peut s'occuper de 160 détenus et le rythme du travail est effréné. De toute la fonction publique, le secteur pénitentiaire est celui qui compte le plus grand nombre de suicides et d'alcoolisme. La prison de Fresnes est infestée de punaises de lit, ce qui pousse certains détenus à dormir par terre. Il y a aussi des invasions de rats et de cafards, les rats seraient plus nombreux que les humains dans cette prison. Selon les chiffres du sociologue Farhad Khosrow-Khavar, cité par Hugo Micheron, les musulmans représenteraient aux alentours de 8% de la population française, mais composeraient entre 40 et 60% des détenus sur tout le territoire français. Ce chiffre n'est qu'une estimation non officielle, le sociologue lui-même conseille de le prendre avec des pincettes. Cependant, on sait qu'en région parisienne, un détenu sur 2 jeûne pendant le mois du Ramadan. Les groupes djihadistes influencent le reste des prisonniers qu'ils côtoient. Ils disqualifient les pratiques impies comme le fait de fumer du tabac, surveillent les pratiques religieuses ou coupent la musique dans les salles de sport. Le nombre de djihadistes en prison a augmenté très rapidement. Au début 2014, ils sont une quinzaine emprisonnés pour des liens avec des organisations terroristes. À la fin de la même année, ils sont déjà 80. En 2018, ils sont 500. Pour gérer l'afflux des djihadistes, dont beaucoup reviennent du Levant, il y a 2 possibilités. Soit les disséminer au sein de la prison, tant qu'ils ne sont pas organisés, soit les regrouper à part dans une même unité pour éviter qu'ils ne convertissent de nouvelles personnes. Hugo Micheron explique les différents dispositifs d'isolement mis en place, que je détaille pas ici, jusqu'au dispositif des UPRA en 2016. Ces unités existent encore aujourd'hui en 2020. Dans les UPRA, les djihadistes sont regroupés selon différents niveaux de radicalisation et le suivi de chacun varie selon cette radicalisation. Dans les prisons, les détenus se regroupent souvent selon des catégories ethniques, sociales et culturelles. Il y a les groupes de skinheads, de gitans et de salafistes qui vivent à part, de criminels sexuels qui sont mis à l'écart et parfois violentés, etc. Dans les UPRA, où il y a uniquement des djihadistes, dont beaucoup reviennent des Syries, les catégories traditionnelles se recomposent et correspondent plutôt à celles qu'on trouve en Syrie. Tout d'abord, le fait d'être allé en Syrie est un critère de respectabilité par rapport à ceux qui n'y sont pas allés. On retrouve aussi les hiérarchies sociales du califat, puisque des émirs y sont emprisonnés. On retrouve le groupe des zélotes, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Les zélotes sont les djihadistes les plus intégristes de tous, qui sont appelés comme tels par les autres djihadistes. L'écrasante majorité des djihadistes incarcérés ont pris le parti de Daesh dans le conflit opposant Daesh à Al-Nosra. Mais quelques rares ayant pris le parti d'Al-Nosra sont mis à l'écart et peuvent être harcelés ou violentés. Au sein des UPRA, beaucoup n'abandonnent pas l'idée du djihad et savent qu'ils finiront par sortir. La prison est vue par certains djihadistes comme un rite de passage dans lequel ils ont tout le temps pour se perfectionner physiquement et intellectuellement. Ils font du sport, apprennent le Coran et les hadiths, et se cultivent en lisant des livres d'histoire, de sciences humaines et de politique. Certains prennent même des cours universitaires à distance ou passent le bac, ce qui est parfois vu à tort comme un signe de déradicalisation, car une partie des djihadistes ne voit pas de contradiction entre le djihad et l'étude de sciences et de textes scientifiques ou politiques profanes. Ceux qui se cultivent en prison rêvent de devenir les futurs idéologues du djihad et commencent déjà à penser l'après-Daesh. Youssef, un des djihadistes interrogés, confesse que chez certains, la tahriya va de plus en plus loin. Il dit lui-même « Il y en a maintenant qui jouent avec des juristes, d'autres qui font des études et qui deviendront avocats. Les djihadistes ne se limitent pas qu'à des gens qui organisent des attentats, il y a aussi des idéologues et des infiltrés dans les services d'État. » On a vu avec l'affaire Michael Harpon que des djihadistes pouvaient être infiltrés dans des services très sensibles de l'État.
En France, on a 30 militaires qui sont devenus djihadistes, ainsi que 106 policiers qui sont suspectés de radicalisation selon des chiffres publics. Cela peut paraître paradoxal car normalement, se mettre au service d'un État non musulman est considéré comme impie par les djihadistes, surtout si c'est pour servir le bras armé de cet État, mais encore une fois, il y a une différence entre les théories théologiques et la pratique politique pragmatique. À partir de maintenant, on applique la tahrir. C'est quoi, la dissimulation. Rasez vos barbes. Fondez-vous dans la masse. Devenez invisible. Surveillez en permanence que vous n'êtes pas suivi. Ne fréquentez plus les mosquées, même les clandestines, c'est là que sont leurs indices. Et surtout, plus de téléphone entre nous, sauf en cas d'extrême urgence. À votre travail, dans votre famille, gardez un discours modéré. Fumez, buvez, défendez l'Amérique et Israël s'il le faut, mais personne ne doit se douter de rien. Si l'un de vos proches a des soupçons, évitez-le. Si c'est une femme, quittez-la. Il nous faut aussi trouver des armes. Ça, je m'en charge. Bien. Youssef confesse aussi que ses discours salafistes et djihadistes tentent de s'infiltrer par la gauche. Il dit « Mélenchon veut la révolution par la démocratie, et pourtant on le tolère. C'est pareil avec Besancenot qui veut carrément retourner au communisme. Il est écouté. » Pour Youssef, certains attentats, notamment ceux du 13 novembre 2015, étaient une erreur stratégique pensée par des zélotes. Il pense que cette ultra-violence était précipitée. Il ne la considère pas comme condamnable en soi, mais il la voit comme un acte politique contre-productif, sachant qu'en plus l'attentat du Stade de France aurait pu tuer des musulmans, comme l'attentat de Nice. Et même si ces musulmans non salafistes sont vus comme de mauvais musulmans, certains sont vus comme pouvant quand même être convertis par les djihadistes. Mohamed, un des djihadistes, se plaint que les musulmans français sont plus assimilés qu'ailleurs et tiennent trop à leur pays d'accueil à cause d'un État fort. Hugo Micheron pense que le Royaume-Uni et la Belgique, avec leur modèle communautariste sans assimilation, fait le jeu des djihadistes et des salafistes, tandis qu'un modèle un minimum assimilationniste comme la France limite le prosélytisme. Les djihadistes interrogés dans la dernière partie du livre de Micheron ont comme projet assumé de salafiser l'islam et djihadiser le salafisme. Pour la première fois, l'administration pénitentiaire qui se retrouve en fait à gérer des individus que l'ensemble des institutions de la société française n'a pas réussi à gérer, et donc en plus parent pauvre de l'État français, donc se retrouve pour la première fois à devoir gérer des dizaines et des dizaines d'individus de retour du front qui pour certains passent en quelques jours ou en quelques semaines du front à Raqqa ou à Mossoul à Fleury-Mérogis si vous voulez. Et l'arrivée, en fait le nombre fait que très rapidement la question des détentions va se poser, puisque ces individus, et il y a plusieurs exemples, mais un individu de la police religieuse à Raqqa se retrouve finalement à côtoyer des délinquants surexposés à la récidive, qui sont vraiment le public cible par ailleurs, un des publics cibles de Daesh. Et donc on va mettre du temps, la pénitentiaire va mettre du temps à prendre conscience de tout ça, et en fait ces djihadistes vont réimporter un certain nombre de mécanismes et de repères qu'ils avaient développés en Syrie au sein des prisons. Alors l'ENA du djihad, c'est une formule effectivement qui a été reprise, mais le livre analyse vraiment le fonctionnement du djihadisme en milieu carcéral, et c'est beaucoup plus simplement qu'un lieu d'apprentissage et de diffusion. C'est aussi en fait un lieu où ils ont du temps pour réfléchir à l'après, et c'est pour ça que je crois que la prison doit être réintégrée dans une analyse beaucoup plus large à mi-chemin en fait entre la Syrie et le Levant. Parce qu'en plus, les personnels sont complètement dépassés. Vous dites dans votre livre qu'en gros, on les a essentiellement concentrés en région parisienne pour pouvoir les interroger plus facilement ici dans la capitale par les services antiterroristes. On se retrouve dans des prisons avec une saturation complète, 200% de saturation parfois dans certaines prisons, des gardiens qui ne sont plus que des gardiens de clés et qui laissent faire, et c'est quasiment la charia qui est appliquée dans certains quartiers. Hein. Alors vous avez raison de rappeler la toile de fond en fait de toute réflexion autour de la prison en France, qui est la surpopulation carcérale.
carcérale. Effectivement, celle-ci atteint des sommets en Ile-de-France. Fleury-Mérogis, plus grande maison d'arrêt d'Europe, on est autour de 150%. Il y avait eu cette affaire aussi à l'été 2017 où la maison d'arrêt de Villepinte, par exemple, ne pouvait plus accueillir de nouveaux détenus parce qu'elle était à 200%. Donc, la pénitentiaire va avoir du mal dans ce contexte-là à assimiler les centaines de djihadistes. Maintenant, on parle de 500 djihadistes derrière les barreaux en France. Mais depuis, elle a quand même réagi. Et pour cause, il y a eu une tentative d'attentat d'un djihadiste qui était évalué comme en cours de déradicalisation, Bilal Taghi, le 4 septembre 2016, contre 2 surveillants. Voilà, donc ça a posé un certain nombre de questions qui a amené à la remise en cause du plan de prise en charge dans les unités dédiées. Maintenant, on va dire que la pénitentiaire a déconcentré les établissements d'Île-de-France, a pris un certain nombre de mesures, a gagné du temps, et donc la question est beaucoup mieux couverte, mais elle n'est pas totalement réglée, et notamment sur la question de l'évaluation, et notamment parce que les idéologues, qui sont les plus malins, qui sont les plus articulés, finalement déjouent les mécanismes de détection par des discours qu'ils ont construits et qui fait qu'ils se retrouvent régulièrement incarcérés avec les droits communs, où là ils peuvent à nouveau recruter. Donc la question de la pénitentiaire, c'est une des grandes questions de la décennie qui s'ouvre. C'est pas la seule, puisqu'il va y avoir aussi des sortants, des individus qui sont en train de sortir. Bientôt. Ouais. Il y a le premier djihadiste condamné pour s'être rendu en Syrie est sorti au mois de janvier. Il va y en avoir d'autres. Et donc ça, c'est vraiment une question très importante. Le défi djihadiste est devant nous, en fait. La dimension sécuritaire est la mieux couverte, mais la dimension politique, sociétale et intellectuelle est devant nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, si vous voulez, croire que les attentats sont retombés et finalement on n'a plus besoin de réfléchir à la question. Je me suis demandé ce qui pouvait les pousser. Je me suis demandé si leur Dieu avait des yeux. Les guerres de religion et leur nouveau messie. Guardia Nationale, Javala, merci.